Le jeu de l'autostop. Chapitre 1. L'aiguille du compteur à essence oscilla brusquement vers le zéro et le jeune chauffeur dit que c'était fou ce que ce cabriolet pouvait bouffer. Pourvu qu'on ne tombe pas en panne d'essence comme la dernière fois, fit observer la jeune fille d'environ 22 ans. Elle lui rappela plusieurs endroits où cela s'était déjà produit. Le jeune homme répondit qu'il ne s'en faisait pas, car tout ce qui lui arrivait avec elle avait pour lui le charme de l'aventure. La jeune fille n'était pas de cet avis. Quand il tombait en panne d'essence en rase campagne, c'était à l'entendre toujours une aventure pour elle et pour elle seule, car il se cachait, et elle devait user et mésuser de ses charmes féminins. Héler une voiture, se faire conduire jusqu'au poste d'essence le plus proche, puis arrêter une autre voiture et revenir avec un jerrycan. Le jeune homme fit observer que les chauffeurs qui la prenaient à leur bord devaient être bien antipathiques pour qu'elle parle de sa mission comme d'une corvée. La jeune fille répondit, avec une coquetterie maladroite, qu'ils étaient parfois fort sympathiques, mais qu'elle ne pouvait guère en profiter, encombrée qu'elle était avec le jerrycan et obligée de les quitter sans avoir eu le temps de rien entreprendre. « Monstre !» dit-il. Elle répliqua que s'il y avait un monstre, c'était lui. Dieu sait combien de jeunes femmes l'arrêtaient sur les routes quand il roulait seul. Tout en conduisant, il lui enlaça les épaules et lui donna un baiser sur le front. Il savait qu'elle l'aimait et qu'elle était jalouse. La jalousie n'était pas un trait de caractère bien sympathique, mais si l'on se garde d'en abuser, si elle s'accompagne de modestie, elle a, en dépit de tous les inconvénients, je ne sais quoi de touchant. Du moins, le pensait-il. Parce qu'il n'avait que 28 ans. Il se croyait vieux et s'imaginait connaître des femmes tout ce qu'un homme peut en connaître. Ce qu'il appréciait chez la jeune fille assise à côté de lui, c'était justement ce qu'il avait jusqu'ici trouvé de plus rare chez les femmes, la pureté. L'aiguille était déjà sur le zéro quand il aperçut à droite de la route un panneau indiquant qu'il y avait un poste d'essence à 500 mètres. À peine eut-elle annoncé qu'elle se sentait soulagée, il mettait son clignotant à gauche et montait sur le terre-plein devant les pompes à essence. Mais un énorme camion avec une grosse citerne était arrêté devant les pompes et les remplissait à l'aide d'un gros tuyau. « On tombe mal, » dit-il, et il descendit. « Vous en avez pour longtemps » cria-t-il au pompiste. « Pour 1 minute. » « Pour 1 minute, on connaît ça. » Il voulait se rasseoir dans la voiture, mais il constata que la jeune fille était descendue par l'autre portière. « Excuse-moi, » dit-elle. « Où vas-tu » demanda-t-il exprès pour la mettre dans l'embarras. Il y avait bien 1 an qu'ils se connaissaient, mais elle parvenait encore à rougir devant lui, et il aimait beaucoup ces instants de pudeur. Primo, parce qu'il la distinguait des femmes qu'il avait connues avant elle. Secondo, parce qu'il connaissait la loi de l'universelle fugacité qui rendait précieuse même la pudeur de son ami. Chapitre 2. La jeune fille détestait devoir le prier. Il roulait souvent plusieurs heures d'affilée, de stopper devant un bouquet d'arbres. Elle s'irritait toujours de la surprise feinte avec laquelle il lui demandait pourquoi. Sa pudeur était ridicule et démodée, elle le savait. À son travail, elle l'avait maintes fois constaté. On se moquait d'elle et on la provoquait délibérément à cause de sa décence. Elle rougissait toujours d'avance à l'idée qu'elle allait rougir. Elle désirait se sentir à l'aise dans son corps, sans souci ni anxiété, comme savaient être la plupart des jeunes femmes qu'elle côtoyait. Elle avait même inventé, pour son usage personnel, une méthode originale d'auto-persuasion. Elle se répétait que tout être humain reçoit en naissant un corps parmi des millions d'autres corps prêts à porter, comme si on lui attribuait un logement pareil à des millions d'autres dans un immense building. Le corps est donc une chose fortuite et impersonnelle,
rien qu'un article d'emprunt et de confection. Voilà ce qu'elle se répétait sous toutes ses variations possibles, mais sans pouvoir s'inculquer cette façon de sentir. Ce dualisme de l'âme et du corps lui était étranger. Elle se confondait trop avec son corps pour ne pas ressentir celui-ci avec anxiété. Cette anxiété, elle l'éprouvait même auprès du jeune homme. Elle le connaissait depuis 1 an et était heureuse. Sans doute parce qu'il ne distinguait jamais entre son corps et son âme, de sorte qu'avec lui elle pouvait vivre corps et âme. Le bonheur venait de cette absence de dualité. Mais il n'y a pas loin du bonheur au soupçon. Et elle était pleine de soupçons. Par exemple, elle se disait souvent qu'il y avait d'autres femmes plus séduisantes, sans anxiété, celle-là, et que son ami qui connaissait ce type de femme et ne s'en cachait pas la quitterait un jour pour l'une d'elles. Le jeune homme, certes, déclarait qu'il en avait assez connu comme ça pour le restant de ses jours, mais elle le savait plus jeune qu'il ne le croyait lui-même. Elle le voulait à elle tout entier et se voulait tout entière à lui. Et plus elle s'efforçait de tout lui donner, plus elle avait le sentiment de lui refuser ce que donne un amour peu profond et superficiel, ce que donne le flirt. Elle se reprochait de ne savoir allier le sérieux et la légèreté. Et ce jour-là, elle ne se tourmentait pas et ne pensait à rien de tel. Elle se sentait bien. C'était leur première journée de vacances, 15 jours de vacances qui avaient été pendant toute l'année le point de convergence de ses désirs. Le ciel était bleu. Toute l'année, elle s'était demandé avec angoisse si le ciel serait vraiment bleu. Et il était avec elle. Après son « Où vas-tu ?» elle rougit et partit en courant, sans un mot. Elle contourna la station-service, qui se trouvait au bord de la route en rase campagne, à une centaine de mètres, dans la direction qu'il devait prendre ensuite, commençait une forêt. Elle s'élança dans cette direction et, abandonnée à une sensation de bien-être, disparut derrière un buisson. Même la joie que procure la présence de l'aimé, il faut être seul pour l'éprouver dans sa plénitude. Puis elle sortit de la forêt et regagna la route. De l'endroit où elle se trouvait, on apercevait la station-service. Le gros camion-citerne était déjà parti. Le cabriolet s'avança vers la colonne rouge de la pompe à essence. Elle marchait le long de la route. À peine se retournait-elle de temps à autre pour voir s'il n'arrivait pas. Elle l'aperçut enfin. Elle s'arrêta et se mit à faire signe, comme une autostoppeuse fait signe à une voiture inconnue. Le cabriolet freina et s'arrêta juste à sa hauteur. Le jeune homme se pencha vers la vitre, la baissa, sourit et « Où allez-vous, mademoiselle ?» demanda-t-il. « Allez-vous à Bistrica ?» s'enquit-elle à son tour avec un sourire coquet. « Je vous en prie, montez, » dit-il en ouvrant la portière. Elle monta et la voiture se mit en marche. Chapitre 3. Le jeune homme était toujours content de la voir de bonne humeur. Ça n'arrivait pas si souvent. Elle avait un travail assez dur, atmosphère désagréable, beaucoup d'heures supplémentaires sans récupération. Et en plus une mère malade à la maison. Souvent fatiguée, elle n'avait pas les nerfs solides, manquait d'assurance et succombait facilement à la peur et à l'angoisse. Il accueillait donc de sa part toute marque de gaieté avec la tendre sollicitude d'un frère aîné. Il lui sourit et dit « J'ai de la chance aujourd'hui. Depuis 5 ans que je roule, je n'ai jamais pris à mon bord une autostoppeuse aussi jolie. » La jeune fille accueillait avec gratitude le moindre compliment de son ami. Pour en retenir un peu la chaleur, elle dit « Vous savez bien mentir. » « Ai-je l'air d'un menteur ? » ?»« Vous avez l'air de bien aimer mentir aux femmes, dit-elle,
et un peu de sa vieille angoisse perça à son insu dans ses paroles, car elle croyait vraiment que son ami se plaisait à mentir aux femmes. D'ordinaire, il s'irritait des accès de jalousie de son ami, mais il lui fut facile ce jour-là de ne pas y prêter attention, car cette phrase ne s'adressait pas à lui, mais à un chauffeur inconnu. Il se contenta d'une question banale. « Ça vous gêne ?»« Si j'étais votre ami, ça me gênerait, » dit-elle. Et c'était là une subtile leçon de morale à l'intention du jeune homme. Mais la fin de la phrase ne s'adressait qu'au chauffeur étranger. « Ça ne me gêne pas, puisque je ne vous connais pas. » Une femme pardonne toujours plus facilement à un étranger qu'à son ami. C'était là une subtile leçon de morale qu'il adressait à son tour à la jeune fille. Donc nous pourrions bien nous entendre, puisque nous sommes étrangers l'un à l'autre. Elle feignit de ne pas saisir la nuance didactique sous-entendue dans cette remarque, et décida de ne plus s'adresser qu'au chauffeur inconnu. « À quoi ça nous avance, puisque nous allons nous quitter dans quelques minutes ?»« Pourquoi ?» demanda-t-il. « Vous savez bien que je vais descendre à Bistrica. Et si je descendais avec vous ?» À ces mots, elle leva les yeux sur le jeune homme et constata qu'il était exactement tel qu'elle l'imaginait aux heures les plus déchirantes de sa jalousie. Elle s'effrayait de cette coquetterie avec laquelle il s'adressait à elle, à l'autostoppeuse inconnue, et qui le rendait si séduisant. Elle répliqua donc avec une impertinence provocante. « Je me demande bien ce que vous feriez avec moi. » « Je n'aurais pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir quoi faire d'une aussi jolie fille, » dit-il galamment, et cette fois encore il s'adressait beaucoup plus à la fille qu'au personnage de l'autostoppeuse. Ces mots flatteurs, ce fut pour elle comme de le prendre en flagrant délit, comme un aveu arraché par un habile subterfuge. Elle se sentit saisie d'un brusque et bref mouvement de haine et dit « Vous prenez vos désirs pour des réalités. » Il l'observait. Le visage têtu de la jeune fille était crispé. Il éprouva pour elle une étrange pitié et souhaita retrouver son regard habituel, familier, qu'il disait simple et enfantin. Il se pencha vers elle, lui enlaça les épaules et, voulant annuler le jeu, prononça doucement le petit nom qu'il lui donnait dans l'intimité. Mais elle se dégagea et dit « Vous y allez un peu vite. »« Pardon, mademoiselle, » dit-il, et conduit. Puis il fixa la route devant lui, sans mot dire. Chapitre 4. La jeune fille se départit de cette jalousie aussi rapidement qu'elle y avait succombé. Elle avait suffisamment de bon sens pour savoir que tout cela n'était qu'un jeu. Elle se trouvait même un peu ridicule d'avoir repoussé son ami dans un mouvement de jalousie. Elle ne souhaitait pas qu'il s'en aperçût. Heureusement, elle possédait la miraculeuse faculté de modifier après coup le sens de ses actes, et décida qu'elle ne l'avait pas repoussé par dépit, mais seulement pour continuer le jeu dont l'insouciance convenait si bien à une première journée de vacances. Donc, elle était de nouveau l'autostoppeuse qui venait de repousser le chauffeur trop entreprenant, mais seulement pour retarder la conquête et lui donner plus de sel. Elle se tourna légèrement vers lui et dit d'une voix câline « Je ne voudrais pas vous blesser, monsieur. »« Excusez-moi, je ne vous toucherai plus, » dit-il. Il lui en voulait de ne pas l'avoir compris et d'avoir refusé d'être elle-même au moment où il le désirait. Et puisqu'elle insistait pour garder son masque, il reporta sa colère sur l'autostoppeuse inconnue qu'elle représentait. Alors, il découvrit subtilement le personnage de son rôle. Il renonça aux galanteries qui étaient un moyen détourné de faire plaisir à son ami et se mit à jouer l'homme dur qui, dans ses rapports avec les femmes, met l'accent sur les aspects plutôt brutaux de la virilité. La volonté, le cynisme, l'assurance. Ce rôle était en totale contradiction avec la tendre sollicitude qu'il éprouvait pour la jeune fille.
Il est vrai qu'avant de la connaître, il s'était montré moins délicat avec les femmes. Mais même alors qu'il n'avait rien de l'homme dur et satanique, car il ne se distinguait ni par sa force de volonté, ni par son absence de scrupules. Néanmoins, s'il ne ressemblait pas à ce type d'homme, il avait, autrefois, d'autant plus désiré y ressembler. C'est certainement un désir assez naïf, mais qu'y faire? Les désirs puérils échappent à tous les pièges de l'esprit adulte et lui survivent parfois jusqu'à la lointaine vieillesse. Et ce désir puéril saisit l'occasion de s'incarner dans le rôle qu'on lui proposait. La distance sarcastique du jeune homme convenait à la jeune fille. Elle la libérait d'elle-même. Car elle-même, c'était d'abord la jalousie. Dès que son ami cessa d'exhiber ses talents de séducteur pour ne montrer que son visage fermé, sa jalousie s'apaisa. Elle pouvait s'oublier et s'abandonner à son rôle. Son rôle? Lequel? Un rôle tiré de la mauvaise littérature. Avait-elle arrêté la voiture, ce n'était pas pour aller ici ou là, mais pour séduire l'homme assis au volant. L'autostoppeuse n'était qu'une vile séductrice qui savait admirablement user de ses charmes. La jeune fille se glissa dans la peau de ce ridicule personnage de roman avec une facilité qui la surprit elle-même et l'enchanta. C'est ainsi qu'ils étaient l'un à côté de l'autre, un chauffeur et une autostoppeuse, deux inconnus. Chapitre 5. Ce que le jeune homme regrettait le plus de ne pas trouver dans la vie, c'était l'insouciance. La route de sa vie était tracée avec une implacable rigueur. Le travail faisait plus qu'absorber 8 heures par jour. Il imprégnait le reste de la journée de l'obligatoire ennui des réunions et de l'étude à domicile. Et il imprégnait, par les regards d'innombrables collègues, jusqu'au maigre temps de sa vie privée qui ne restait jamais caché et qui avait fait à plusieurs reprises l'objet de ragots et de discussions publiques. Même les 2 semaines de vacances ne procuraient aucun sentiment de délivrance ou d'aventure. Ici aussi s'étendait l'ombre grisâtre d'une stricte planification. En raison de la pénurie de logements de vacances, il avait dû retenir 6 mois d'avance une chambre dans les Tatras, et il lui fallut pour cela une recommandation du comité syndical de l'entreprise où il travaillait, dont l'âme omniprésente ne cessait pas un instant de suivre ses faits et gestes. Il avait fini par accepter tout cela, mais il avait parfois l'horrible vision d'une route où il était poursuivi sous le regard de tous, sans jamais pouvoir s'en écarter. Juste à ce moment, cette vision surgit et, par un étrange court-circuit, la route imaginaire se confondit pour lui avec la route réelle où il roulait. Cette étrange et brève association d'idées l'amena à une soudaine extravagance. « Où avez-vous dit que vous alliez ?»« À Bistrica. »« Et qu'allez-vous faire là-bas ?»« J'ai rendez-vous. »« Avec qui ?»« Avec un monsieur. » Le cabriolet arrivait justement à un grand carrefour. Le jeune homme ralentit pour lire le poteau indicateur, puis il prit à droite. Et que se passera-t-il si vous n'allez pas à votre rendez-vous ? Ce sera votre faute, et il faudra que vous vous occupiez de moi. Vous n'avez pas vu que je viens de prendre la route de Nové Zamki ? Vraiment ? Vous avez perdu la tête ? Ne craignez rien. Je m'occuperai de vous, dit-il. Le jeu acquit d'emblée une qualité nouvelle. La voiture s'éloignait non seulement du but imaginaire, Bistrica, mais aussi du but réel, pour lequel elle avait pris la route le matin même, les Tatras et la chambre réservée. L'existence jouée empiétait sur l'existence réelle. Le jeune homme s'éloignait à la fois de lui-même et de la route rigoureuse d'où il ne s'était encore jamais écarté. « Vous m'aviez pourtant dit que vous alliez dans les Tatras, s'étonne-t-elle.
Je vais où j'ai envie d'aller, mademoiselle. Je suis un homme libre et je fais ce que je veux et ce qui me plaît. Chapitre 6. La nuit commençait à tomber quand ils arrivèrent à Nové Zamki. Le jeune homme n'y avait jamais mis les pieds, et il lui fallut un bon moment pour s'orienter. Il stoppa plusieurs fois pour demander à des passants où se trouvait l'hôtel. Les rues étaient défoncées, et ils mirent près d'un quart d'heure pour arriver enfin à l'hôtel pourtant tout proche, à en croire les passants interrogés. Après maints détours et déviations, l'hôtel n'avait rien d'engageant. Mais c'était le seul de la ville, et le jeune homme était las de rouler. « Attendez-moi ici, » dit-il, et il sortit de la voiture. Une fois sorti, il redevint lui-même. Subtilement, il lui déplaisait de se retrouver dans un endroit tout à fait imprévu, d'autant que personne ne l'y avait contraint et qu'à vrai dire, il ne l'avait pas lui-même voulu. Il se reprochait son extravagance, puis il résolut de ne plus s'inquiéter. La chambre dans les Tatras attendait jusqu'au lendemain. Et quel mal y avait-il à célébrer cette première journée de vacances par un peu d'imprévu? Il traversa la salle à manger, enfumée, bondée, bruyante, et demanda la réception. On lui désigna le fond du hall, au pied de l'escalier, où une blonde fanée trônait sur un tableau couvert de clés. Il obtint à grand-peine la clé de la dernière chambre libre. Une fois seule, la jeune fille, elle aussi, sortit de son rôle. Mais elle n'était pas fâchée du changement d'itinéraire. Elle était tellement dévouée à son ami qu'elle ne mettait en doute rien de ce qu'il faisait, et, avec confiance, elle lui offrait les heures de sa vie. Puis, elle imagina que d'autres jeunes femmes qu'il avait rencontrées pendant ses voyages l'avaient attendue dans cette voiture, comme elle l'y attendait en ce moment. Chose étrange, cette pensée ne lui faisait pas mal. Elle souriait. Cela lui semblait beau que, cette fois, ce soit elle, cette étrangère irresponsable et indécente, une de celles dont elle était tellement jalouse. Elle croyait ainsi leur couper l'herbe sous le pied, avoir trouvé le moyen de s'emparer de leurs armes, offrir enfin à son amie ce qu'elle n'avait pas encore su lui donner, la légèreté, l'insouciance, l'impudeur. Elle éprouvait une satisfaction particulière à la pensée qu'elle seule pouvait être toutes les femmes, et pouvait ainsi, elle seule, s'accaparer toute l'attention de son bien-aimé et l'absorber tout entière. Le jeune homme ouvrit la portière et fit entrer la jeune fille dans la salle du restaurant. Dans un coin, au milieu du vacarme, de la crasse et de la fumée, il découvrit la seule table libre. Chapitre 7. Maintenant, on va voir comment vous allez vous occuper de moi, dit la jeune fille d'un ton provoquant. Vous prendrez bien l'apéritif. Elle n'était guère portée sur l'alcool. Elle buvait un peu de vin et aimait bien le porto. Mais cette fois, elle répondit à dessein. Une vodka. Parfait, dit-il. J'espère que vous n'allez pas vous saouler. Et après, dit-elle. Il ne répondit pas et appela le garçon, commanda 2 vodkas et 2 steaks. Un instant plus tard, le garçon apporta 2 verres et les posa devant eux. Il leva son verre et dit « À vous. Vous ne pouvez rien trouver de plus original ?» Il y avait quelque chose dans le jeu de la jeune fille qui commençait à l'irriter. Maintenant qu'ils étaient en face à face, il comprit que si elle lui faisait l'effet d'une autre, ce n'était pas seulement à cause de ses paroles, mais parce qu'elle était tout entière métamorphosée, dans les gestes et dans la mimique, qu'elle ressemblait à une regrettable fidélité à ce type de femme qu'il ne connaissait que trop bien
et qui lui inspirait un léger dégoût. Il modifia donc, tout en tenant son verre dans sa main tendue, son toast. Bon, je ne bois pas à vous, mais à votre espèce qui allie aux meilleures qualités de l'animal les défauts de l'être humain. Quand vous parlez de mon espèce, voulez-vous parler de toutes les femmes ? Demanda-t-elle. Non, seulement de celles qui vous ressemblent. De toute façon, je ne trouve pas très spirituel de comparer une femme à un animal. Bon, répliqua-t-il, tenant toujours son verre à bout de bras. Je ne boirai donc pas à vos semblables, mais à votre âme. Êtes-vous d'accord ? À votre âme qui s'allume quand elle descend de la tête dans le ventre et qui s'éteint quand elle remonte du ventre dans la tête. Elle leva son verre. Entendu. À mon âme qui descend dans mon ventre. Encore une petite rectification, dit-il. Buvons plutôt à votre ventre où descend votre âme. À mon ventre, dit-elle, et son ventre, quand ils le désignèrent par son nom, sembla répondre à l'appel. Elle sentait chaque millimètre de sa peau. Puis, le garçon apporta les steaks. Ils commandèrent une deuxième vodka et de l'eau gazeuse. Cette fois, ils burent au sein de la jeune femme, et la conversation se poursuivit sur un ton bizarrement frivole. Il s'irritait de plus en plus de voir à quel point son amie savait se conduire en femme facile. Puisqu'elle sait si bien devenir ce personnage, se disait-il, c'est qu'elle l'est vraiment. En effet, ce n'était pas l'âme d'une autre, surgie on ne sait d'où, qui s'était insinuée sous sa peau. Celle qu'elle incarnait ainsi, c'était elle-même, ou au moins la part de son être qu'elle tenait habituellement enfermée sous les verrous, mais que le prétexte du jeu avait fait surgir de sa cage. Elle croyait sans doute se renier en jouant ce jeu. Mais n'était-ce pas justement le contraire ? N'était-ce pas ce jeu qui la rendait elle-même et qui la délivrait ? Non. En face de lui, ce n'était pas une autre femme dans le corps de son amie. C'était bien son amie, elle-même et personne d'autre. Il la regardait avec une répugnance croissante. Mais ce n'était pas que de la répugnance. Plus elle lui était étrangère, mentalement, plus il la désirait physiquement. L'étrangeté de l'âme singularisa son corps de femme. Bien mieux, cette étrangeté fit enfin de ce corps un corps, comme si ce corps n'avait jusqu'alors existé pour lui que dans le brouillard de la compassion, de la tendresse, de la sollicitude, de l'amour et de l'émotion. Comme s'il était perdu dans ce brouillard. Oui, comme si le corps était perdu. Pour la première fois, le jeune homme croyait voir le corps de son amie. Après la troisième vodka à l'eau gazeuse, elle se leva et... « Excusez-moi, dit-elle avec un sourire coquet. Puis-je vous demander où vous allez, mademoiselle ? Pisser, avec votre permission. Et elle se faufila entre les tables vers le rideau de velours au fond du restaurant. Chapitre 8. La jeune fille était satisfaite de l'avoir laissé comme abasourdie par ce mot, certes bien anodin, mais qu'il ne lui avait jamais entendu prononcer. Rien, à son avis, n'exprimait mieux le personnage de la femme qu'elle incarnait que l'emphase coquettement placée sur ce mot. Oui, elle était satisfaite. Elle était en excellente forme. Le jeu la fascinait. Il lui procurait des sensations toutes nouvelles. Par exemple, le sentiment d'une irresponsable insouciance. Elle qui tremblait toujours pour la minute à venir se sentait soudain totalement détendue. Cette vie d'une autre où elle se trouvait subitement plongée était une vie sans pudeur, sans détermination biographique, sans passé et sans avenir,
sans engagement. C'était une vie exceptionnellement libre. Devenue l'autostoppeuse, elle pouvait tout. Tout lui était permis. Tout dire, tout faire, tout éprouver. En traversant la salle, elle nota qu'on l'observait de toutes les tables. Cela aussi, c'était une sensation nouvelle qu'elle ne connaissait pas, le plaisir impudique que lui procurait son corps. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais su se libérer totalement de l'adolescente de 14 ans qui a honte de ses seins et éprouve une désagréable sensation d'indécence à l'idée qu'ils font saillie sur son corps et qu'ils sont visibles. Bien qu'elle fût fière d'être belle et bien faite, cet orgueil était immédiatement corrigé par la pudeur. Elle sentait bien que la beauté féminine agit d'abord par son pouvoir de provocation sexuelle, et c'était là pour elle quelque chose de déplaisant. Elle souhaitait que son corps ne s'adresse qu'à l'homme qu'elle aimait. Quand les hommes regardaient sa poitrine dans la rue, il lui semblait que ces regards souillaient un peu son intimité la plus secrète, qui n'appartenait qu'à elle et qu'à son amant. Mais maintenant, elle était l'autostoppeuse, la femme sans destin. Elle s'était libérée des tendres chaînes de son amour et commençait à prendre intensément conscience de son corps. Et ce corps l'excitait d'autant plus que les regards qu'il observait lui étaient plus étrangers. Elle passait près de la dernière table quand un homme, entre deux vins, voulant sans doute se distinguer par sa connaissance du monde, l'interpella en français. « Combien, mademoiselle ?» La jeune femme comprit. Elle bombait le torse et vivait intensément chaque mouvement de ses hanches. Elle disparut derrière le rideau. Chapitre 9. C'était un drôle de jeu. L'étrange venait, par exemple, de ce que le jeune homme, s'il s'était parfaitement mis dans la peau du chauffeur inconnu, ne cessait pas un instant de voir, dans l'autostoppeuse, son ami. Et c'était justement ce qui était pénible. Il voyait son ami occupé à séduire un inconnu, et avait le triste privilège d'assister à la scène. De voir de près ce dont elle avait l'air et ce qu'elle disait quand elle le trompait. Quand elle le trompera. Il avait l'honneur paradoxal de servir lui-même d'appât pour son infidélité. Le pire, c'est qu'il adorait encore plus qu'il ne l'aimait. Il s'était toujours dit que la jeune fille n'était de réalité que dans les limites de la fidélité et de la pureté, et qu'au-delà de ces limites, tout simplement, elle n'existait pas. Qu'au-delà de ces limites, elle aurait cessé d'être elle-même comme l'eau cesse d'être l'eau, au-delà du point d'ébullition. Quand il la voyait franchir cette effroyable frontière avec une élégance si naturelle, il sentait monter sa colère. Elle revint des toilettes et se plaignait. Un type m'a dit « Combien, mademoiselle ?» Ne vous étonnez pas. Vous avez l'air d'une putain. Savez-vous que je m'en fiche? Vous auriez dû rester avec ce monsieur. Mais puisque je suis avec vous, vous pouvez le rejoindre plus tard. Vous n'avez qu'à vous entendre avec lui. Il ne me plaît pas. Mais ça ne vous dérangerait nullement d'avoir plusieurs hommes dans la même nuit. Pourquoi pas, s'ils sont beaux gosses? Préférez-vous les avoir l'un après l'autre, ou tous à la fois? Les deux. La conversation devenait de plus en plus scabreuse. Elle en était un peu choquée, mais ne pouvait protester. Dans le jeu, on n'est pas libre. Pour le joueur, le jeu est un piège. S'il ne s'était agi d'un jeu, et s'ils avaient été l'un pour l'autre deux inconnus, l'autostoppeuse aurait pu depuis longtemps se sentir offensée et partir. Mais il n'y a pas moyen d'échapper à un jeu. L'équipe ne peut pas fuir le terrain avant la fin du match. Les pions du jeu d'échecs ne peuvent pas sortir des cases de l'échiquier. Les limites de l'ère du jeu sont infranchissables. La jeune fille savait qu'elle était tenue de tout accepter,
justement parce qu'il s'agissait d'un jeu. Elle savait que plus le jeu serait poussé loin, plus ce serait un jeu, et plus elle serait obligée de le jouer docilement. Et il ne servait à rien d'appeler au secours la raison, et d'avertir l'âme étourdie d'avoir à garder ses distances, et de ne pas prendre le jeu au sérieux. Justement parce que c'était un jeu. L'âme n'avait pas peur, ne se défendait pas, et s'abandonnait au jeu comme à une drogue. Le jeune homme appela le garçon et paya. Puis, il se leva et dit « On y va. »« Où ça ?» demanda-t-elle, feignant de ne pas comprendre. « Ne pose pas de questions, et viens. »« Comme vous me parlez. »« Comme à une putain. » Chapitre 10. Il montait l'escalier mal éclairé. Sur le palier, un groupe d'hommes un peu gris attendait devant les toilettes. Il l'enlaça par derrière, de façon à tenir un de ses seins dans la paume de sa main. Les hommes près des toilettes s'en aperçurent et se mit à lancer des gaudrioles. Elle voulut se dégager, mais il lui imposa silence. « Tiens-toi tranquille, » dit-il. Ce que les hommes saluèrent avec une brutale solidarité, adressant à la jeune fille quelques messages obscènes. Ils arrivaient au premier étage. Il ouvrit la porte de la chambre et tourna l'interrupteur. C'était une petite chambre à 2 lits, avec une table, une chaise et un lavabo. Le jeune homme poussa le verrou et se tourna vers la jeune fille. Elle se tenait en face de lui, dans une attitude de défi, avec une sensualité insolente dans les yeux. Il la regardait et s'efforçait de découvrir derrière cette expression lascive les traits familiers qu'il aimait tendrement. C'était comme de regarder 2 images dans le même objectif, 2 images superposées apparaissant en transparence l'une à travers l'autre. Ces 2 images superposées lui disaient que son ami pouvait tout contenir, que son âme était atrocement indéfinie, que la fidélité pouvait y trouver place comme l'infidélité, la trahison comme l'innocence, la coquetterie comme la pudeur. Ce mélange sauvage lui semblait aussi répugnant que le bariolage d'un dépôt d'ordures. Les 2 images superposées apparaissaient, toujours en transparence, l'une au-dessus de l'autre. Et le jeune homme comprenait que la différence entre son amie et les autres femmes était une différence toute superficielle, que, dans les vastes profondeurs de son être, son amie était semblable aux autres femmes, avec toutes les pensées, tous les sentiments, tous les vices possibles, ce qui justifiait ses doutes et ses jalousies secrètes, que l'impression de contour délimitant sa personnalité n'était qu'une illusion à laquelle succombait l'autre, celui qui regardait, c'est-à-dire lui. Il lui semblait que telle qu'il l'avait aimée, elle n'était qu'un produit de son désir, de sa pensée abstraite, de sa confiance, alors que telle qu'elle était réellement, elle se tenait là, devant lui, désespérément autre, désespérément étrangère, désespérément polymorphe. Il la détestait. « Qu'est-ce que tu attends ? Déshabille-toi. » Elle inclina coquettement la tête et dit « Est-ce nécessaire ?» Ce ton-là éveillait à son oreille une réminiscence, comme si une autre femme lui avait déjà dit cela voici longtemps. Mais il ne savait plus laquelle. Il voulait l'humilier. Pas l'autostoppeuse, mais elle, son amie. Le jeu finissait par se confondre avec la vie. Jouer à humilier l'autostoppeuse n'était plus qu'un prétexte pour humilier son amie. Il avait oublié que c'était un jeu. Il détestait la femme qui était là devant lui. Il la dévisageait. Puis, il sortit un billet de 50 couronnes de son portefeuille et le lui tendit. « Ça suffit ?» Elle prit les 50 couronnes et dit « Vous n'êtes pas bien généreux. »« Tu ne vaux pas davantage, » dit-il. Elle se serra contre lui. «
Tu t'y prends mal avec moi. Il faut être plus gentil. Fais un effort. » Elle l'enlaça et tendit ses lèvres vers ses lèvres. Mais il lui mit les doigts sur la bouche et la repoussa doucement. « Je n'embrasse que les femmes que j'aime. Et moi, tu ne m'aimes pas ? » ?»« Non. »« Qui aimes-tu ? Est-ce que ça te regarde ? Déshabille-toi. » Chapitre 11. Jamais elle ne s'était déshabillée comme ça. La timidité, la sensation de panique, le vertige, tout ce qu'elle éprouvait quand elle se déshabillait devant le jeune homme et qu'elle ne pouvait se dissimuler dans l'obscurité, tout cela avait disparu. Elle se tenait devant lui, sûre d'elle, insolente, en pleine lumière, et étonnée de découvrir soudain les gestes jusqu'alors inconnus d'un enivrant déshabillage au ralenti. Attentive à ses regards, elle retirait les vêtements l'un après l'autre, amoureusement, et savourait chaque étape de ce dépouillement. Mais ensuite, quand elle fut soudain complètement nue devant lui, elle se dit que le jeu ne pouvait pas aller plus loin, qu'en se dépouillant de ses vêtements, elle avait aussi jeté son masque et qu'elle était nue, ce qui signifiait qu'elle n'était plus qu'elle-même, et que le jeune homme devait faire maintenant un pas vers elle, un geste de la main, un geste qui effacerait tout au-delà et au-delà duquel il n'y aurait place que pour leur plus intime caresse. Donc elle était nue devant lui et avait cessé de jouer. Elle se sentait embarrassée, et le sourire qui n'appartenait vraiment qu'à elle, le sourire timide et confus, apparut sur son visage. Mais le jeune homme restait immobile. Il ne faisait aucun geste pour effacer le jeu. Il ne voyait pas son sourire, pourtant si familier. Il ne voyait devant lui que le beau corps inconnu de son ami qu'il détestait. La haine lavait sa sensualité de tout vernis sentimental. Elle voulut s'approcher de lui, mais il lui dit « Reste où tu es, que je te vois bien. » Il ne souhaitait plus qu'une chose, la traiter comme une prostituée. Mais il n'avait jamais connu de prostituée, et l'idée qu'il s'en faisait lui avait été transmise par la littérature et par ouï-dire. C'est donc cette image qu'il évoqua. Et la première chose qu'il vit, ce fut une femme nue en dessous noir, dansant sur le couvercle luisant d'un piano. Il n'y avait pas de piano dans la chambre d'hôtel. Il n'y avait qu'une petite table, appuyée au mur et recouverte d'une nappe. Il ordonna à son ami d'y grimper. Elle eut un geste suppliant, mais il dit « On t'a payé ?» Devant l'implacable résolution qu'elle lisait dans son regard, elle s'efforça de poursuivre le jeu. Mais elle ne pouvait plus. Elle ne savait plus. Les larmes aux yeux, elle grimpa sur la table. La table mesurait à peine 1 mètre sur 1 mètre et était bancale. Debout sur cette table, elle avait peur de perdre l'équilibre. Mais il était satisfait de voir ce corps nu qui se dressait devant lui et dont la pudique incertitude le rendait encore plus tyrannique. Il voulait voir ce corps dans toutes les postures et sous tous les angles, comme il s'imaginait que d'autres hommes l'avaient vu et le verraient. Il était grossier, obscène. Il lui disait des mots qu'elle ne lui avait jamais entendu prononcer. Elle voulait résister, échapper à ce jeu. Elle l'appela par son prénom, mais il lui imposa silence, disant qu'elle n'avait pas le droit de lui parler sur ce ton familier. Elle finit par céder, éperdue et au bord des larmes. Elle se pencha en avant et s'accroupit selon son désir, fit le salut militaire, puis se déhancha pour exécuter un numéro de twist. Mais elle fit glisser la nappe dans un mouvement brusque et faillit tomber. Il la rattrapa et l'entraîna sur le lit. Il s'unit à elle. Il se réjouit à la pensée que ce malheureux jeu était enfin terminé. Ils allaient être de nouveau tous les deux.
tels qu'ils étaient vraiment et tels qu'ils s'aimaient. Elle voulut presser ses lèvres contre les siennes, mais il la repoussa et répéta qu'il n'embrassait que les femmes qu'il aimait. Elle éclata en sanglots. Mais il ne lui fut même pas donné de pleurer, car la furieuse passion de son ami s'emparait peu à peu de son corps qui finit par étouffer le gémissement de son âme. Sur le lit, il n'eut bientôt plus que 2 corps parfaitement unis, sensuels et étrangers l'un à l'autre. Ce qui se produisait maintenant, c'était ce qu'elle avait toujours redouté plus que tout au monde, ce qu'elle avait toujours anxieusement évité, l'amour sans sentiment et sans amour. Elle savait qu'elle avait franchi la frontière interdite, au-delà de laquelle elle évoluait désormais sans la moindre réserve et en totale communion. À peine, dans un recoin de son esprit, éprouvait-elle une sorte d'effroi à la pensée qu'elle n'avait jamais éprouvé un tel plaisir, et autant de plaisir que cette fois-ci, au-delà de cette frontière. Chapitre 12. Puis tout fut fini. Le jeune homme s'écarta d'elle et tira le long cordon qui pendait au-dessus du lit. La lumière s'éteignit. Il ne voulait pas voir son visage. Il savait que le jeu était terminé, mais il n'avait aucune envie de retourner dans l'univers de leur rapport habituel. Il redoutait ce retour. Il gisait à côté d'elle dans l'obscurité, évitant tout contact avec son corps. Au bout d'un instant, il entendit des sanglots étouffés. D'un geste timide, enfantin, la main de la jeune fille toucha sa main. Elle le toucha, se retira, le toucha de nouveau, puis une voix se fit entendre, suppliante, entrecoupée de sanglots qui l'appelaient par son prénom et disaient « Je suis moi, je suis moi ». Il se taisait, ne bougeait pas et ne comprenait que trop bien la triste inconsistance de l'affirmation de son ami, où l'inconnu se définissait par le même inconnu. Les sanglots cédèrent la place à un long pleur. La jeune fille répéta encore longtemps cette émouvante tautologie. « Je suis moi, je suis moi, je suis moi ». Alors il commença à appeler au secours la compassion, et il dut l'appeler de loin, car elle n'était nulle part à portée de main, pour pouvoir consoler la jeune fille. Ils avaient encore devant eux 13 jours de vacances.